débuté en tant qu'agent hospitalier et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'IFSI assez rapidement en tant qu'infirmier. Et puis mon premier poste en tant qu'infirmier a été de travailler en chambre mortuaire. J'avais pas forcément de motivation, la seule motivation c'était d'avoir un poste de jour en tant que promotion professionnelle. Et ma première épouse était aussi infirmière et avait été diplômée un an avant moi. Donc c'était une opportunité pour moi de, d'avoir un poste de jour. Je me dis si, je vais faire ça pendant un an et j'ai eu la chance d'être formé par le meilleur d'entre nous. Et ces un an se sont transformés en 39 ans dans différentes chambres mortuaires, que ce soit 10 ans à l'hôpital Cochin, ensuite 10 ans en tant que responsable à la chambre mortuaire de Necker Enfants Malades, donc évidemment avec des missions éthiques tout à fait singulières par rapport à la pédiatrique et la mort périnatale. Et après j'ai intégré au niveau de l'encadrement la chambre mortuaire de la Pied-Salpêtrière, la plus grande chambre mortuaire d'Île-de-France, pendant 19 ans. Donc on a travaillé beaucoup grâce à l'espace éthique francilien sur des opérations de formation et de communication, de lever un voile sur nos missions en tant que soignants en chambre mortuaire, parce qu'il y a beaucoup de tabous au niveau des chambres mortuaires. La mort, c'est l'hôpital est l'endroit où on meurt le plus dans notre pays. Et pour autant, les agents de chambre mortuaire sont parfois dans une certaine souffrance. Ils sont extrêmement connotés. Ils sont obligés de se justifier de faire ce métier auprès des anciens collègues, se justifier aussi auprès des familles. Tu travailles avec les morts, est-ce que tu vas bien ? Donc forcément, ça interpelle beaucoup, alors que nous sommes simplement des personnes qui sont dans une autre temporalité, mais on reste dans le domaine du soin, et qu'il est important de communiquer, mais de communiquer, lever un voile sur nos missions, et qu'on arrête les fantasmes et les inhibitions. Donc j'ai été coordonnateur d'un groupe de réflexion au niveau de l'espace éthique, où on a beaucoup travaillé sur les décrets, c'est-à-dire à savoir s'il n'y a plus de fosse commune en France, la première, affirmation vient de l'espace éthique, relégué par le funéraire. On a beaucoup travaillé aussi sur la mort périnatale, puisque à une époque, il n'y avait pas de seuil au niveau de la mort périnatale, et le fœtus était considéré comme une pièce anatomique. Donc forcément, nous, on était en interface avec les mamans sur le terrain, donc on a fait évoluer effectivement la réglementation de ce point de vue-là, même si, sans polémiquer, le ministère ne respecte pas toujours la mort périnatale concernant le devenir des fœtus, et qu'on est effectivement garant de ça dans les relations qu'on a effectivement avec les familles. Voilà. Donc éventuellement, on en parlera ou pas. Mais justement, c'est très important. On a eu une situation très dramatique lors du scandale de Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, en 2004, et que malheureusement, la gestion des fœtus en France n'est pas bien gérée, d'où l'importance de la formation de ce point de vue-là. Parce qu'on a affaire effectivement à des personnes qui ont des maternités, qui accueillent des bébés, des fœtus, et de savoir effectivement respecter la réglementation, parce qu'au bout, on a quand même des familles, et que la relation d'aide de ce point de vue-là est extrêmement important par rapport effectivement à notre travail de soignant. C'est un paradoxe de dire que la chambre mortuaire est un lieu de vie, elle n'est pas réduite, la chambre mortuaire n'est pas réduite à un lieu de mort, loin s'en faut. Déjà parce que nous accueillons des patients décédés et que dans le droit funéraire, dans le code des collectivités territoriales, qui est géré par le ministère de l'Intérieur via les opérateurs funéraires, la personne morte est réduite à un corps cadavre. Nous, ce que l'on défend depuis bien des années, par rapport à des opérations de communication et de formation, c'est que la personne morte est toujours une personne. Donc ça implique des droits et des devoirs à l'égard de cette personne, et évidemment à l'égard des familles que nous accueillons. Donc petite anecdote, c'était en fin de journée, je rentre dans mon bureau, après avoir installé un patient en chambre basse température, une dame m'attendait dans mon bureau avec son enfant, son nourrisson, qui dormait dans ses bras. Et donc, elle me salue, et je ne savais plus à quelle occasion j'avais rencontré cette dame. Est-ce que c'était une stagiaire? Est-ce que c'était une personne qu'on s'était occupée par rapport à un décès? Et fort heureusement, très rapidement, les souvenirs sont remontés à la surface. C'était une maman qu'on avait accueillie 2 ans auparavant et qui avait fait une situation de mort in utero à 38 semaines d'aménorrhée. Et donc c'était son 3e enfant, et c'est pas parce qu'on a déjà des enfants, c'est toujours une situation dramatique pour une maman. Ne pas banaliser effectivement la mort périnatale. Et donc on l'avait reçue, on l'avait accueillie, et pendant 6 mois, elle et sa maman, donc la grand-mère du bébé, étaient vraiment dans une situation de grande difficulté, à la limite d'un deuil compliqué, voire un deuil pathologique. Et
Elle avait confiance en nous, donc pendant 6 mois, on a gardé effectivement ces liens avec elle. Et donc pourquoi était-elle là aujourd'hui dans mon bureau? Donc d'une voix très, très douce, elle me dit « Monsieur Noël, souvenez-vous, quand on s'est rencontrés lors du décès de mon 3e enfant, vous aviez dit que votre service n'était pas un lieu de mort, mais un lieu de vie, bien au contraire. Eh bien, je vous le prouve aujourd'hui. Sa première visite après son accouchement à la maternité était pour nous. » Donc c'est voilà, des beaux témoignages et qu'on s'inscrit aussi, j'irais, dans le temps, parce que les familles, elles photographient tout en chambre mortuaire. Et l'espace, les visages, et que le moindre artefact, même qui peut nous paraître relativement minime en tant que professionnel investi, chez des personnes qui souffrent, peut avoir un retentissement important, dans un deuil qui peut induire un deuil compliqué, voire un deuil pathologique. Donc il est important d'être extrêmement vigilant, d'où l'importance de l'équipe, d'où l'importance effectivement de la formation, de ce point de vue-là. La chambre mortuaire est l'espace qui est quand même privilégié au sein de l'hôpital pour que les rites puissent se faire, que ce soit les rites profanes et les rites religieux. Dans le principe de la laïcité. Nous, on vit la laïcité dans cet espace d'une façon extrêmement élargie, puisqu'on a la chance d'avoir toutes les communautés, que ce soit sur des rites dogmatiques ou des rites profanes, et qu'on doit organiser nos espaces pour accueillir au mieux ces familles, qui sont parfois très nombreuses, et puis effectivement que les choses se fassent tout à fait normalement, parce qu'on est dans une situation de partage. Les 2 maîtres mots de la chambre mortuaire, c'est hospitalité et vulnérabilité. Hospitalité par rapport aux personnes que l'on accueille, qui sont souvent dans des situations de souffrance, et puis vulnérabilité parce qu'elles sont vulnérables, et puis la personne défunte. Par essence, elle ne parle plus, elle ne se défend plus, donc il est important effectivement d'avoir cette notion de respect, dans les notions de pudeur, dans les notions d'accueil, etc. C'est toujours une personne. Donc voilà ce qui se passe. On reçoit un patient d'Afrique noire, du Cameroun, et donc sa nièce nous rencontre et nous demande de conserver son oncle pendant 3 semaines. Le délai maximal normalement en chambre mortuaire est de 6 jours. Donc avant d'accepter ou de refuser, je lui pose la question, pourquoi vous me demandez, bien évidemment. Elle me dit, voilà monsieur, mon oncle, était d'obédience musulmane, mais un grand marabout, un grand docteur. Et donc, il y a toujours un temps plus important par rapport aux inhumations en Afrique noire, parce qu'il y a déjà effectivement l'organisation. Et elle me dit, voilà, comme vous le savez dans nos contrées, ce sont des inhumations, mais là, en pleine terre. Mais là, vu que c'était un grand docteur, on voudrait construire une sépulture en dur, de façon à laisser tranquille le corps. Alors sans interprétation, c'est un peu des réminiscences anthropophagiques. On mange une partie du corps pour effectivement s'approprier son pouvoir. Bon bref, j'ai écouté madame, il n'y a pas de souci. On va prévenir l'état civil qu'on ne vous relance pas. Et puis on donne quand même pas conseils, mais comme conseil plus exactement, de grouper les visites, parce que ce qui est plus préjudiciable pour un patient décédé, ce sont les chocs thermiques, de les sortir à plusieurs reprises. Donc là, elle me dit, mais de toute façon, monsieur, il n'y aura personne. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone de façon à vous prévenir si jamais quelqu'un se présente. Et puis, 3 ou 4 jours après les 3 semaines fatidiques, les pompes funèbres nous préviennent, comme quoi elle avait fixé effectivement le départ, donc pas de souci. Je précise que les personnes de couleur noire se conservent beaucoup mieux en post-mortem que les personnes blanches, pour des raisons physiologiques, etc. Donc quand on s'engage quand même pas à minima. Il est important de pouvoir présenter la personne dans les meilleures conditions, surtout le jour des obsèques. Et donc, un jour avant les obsèques, elle le rencontre, elle me dit, voilà, est-ce que des gens sont venus le voir? J'ai dit, non, vous aurez prévenu, bien évidemment. Et là, elle me dit, vous savez, dans nos rites, on a l'habitude, le jour des obsèques, de faire un grand repas. Je dis, vous savez, en métropole, c'est souvent le cas aussi. On va prendre une collation dans la maison du mort, surtout en province. C'est quelque chose qui est aussi en région parisienne, ou même sur Paris, qui est conservé. Donc, est-ce que vous acceptez que je fasse un repas pour les convives, etc. Je dis, il n'y a pas de souci, madame. Là, ce qui n'était pas prévu, c'est que le départ avait lieu à 16 h. Le lendemain matin, il arrive à 8 h 30, avec un énorme chaudron, avec 3 feux sous le chaudron, et X kilos de riz, et que je te fais la tambouille. Alors ça sentait bon dans la chambre mortuaire. Mais bon, on avait d'autres familles qui arrivaient, donc il a fallu faire une situation de médiation, voilà, pour que avec les familles ne soient quand même pas trop surprises. 300 personnes se sont présentées ce jour-là. Parce que dans la culture animiste, c'est la culture de l'esprit. Il faut être présent.
lors du départ. Donc on a reçu plus de 300 personnes. Je peux vous dire que 300 personnes qui chantent, nous on ne participe pas, mais ça nous remue, parce qu'il y a une telle ferveur, je dirais religieuse, voilà, et communautaire, qu'on a aussi la chance de vivre ça. Donc, les choses se font, et puis la toilette musulmane se fait. Et puis chez les Africains, d'Afrique noire, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, il n'y a pas de porteurs, ce sont les membres de la communauté qui portent le cercueil. Donc ils commencent à danser dans la cour avec le cercueil, dont 300 personnes qui chantent, etc. C'est quelque chose. Et puis au moment d'installer le cercueil dans le corbillard, ils font demi-tour. Et à trois reprises, ils font demi-tour, et puis au bout de la 4e fois, finalement, le cercueil est installé dans le corbillard et part normalement pour Roissy en France. Donc elle fait effectivement, c'est des petits groupes qui partent petits groupes, et puis à la fin de la journée, elle vient nous voir en nous remerciant. Elle me dit, j'espère qu'on n'a pas été trop envahissant. Moi je dis, écoutez, on ne s'attendait pas effectivement à autant de monde, mais au moins on a géré, etc. Et avant de prendre de congé, j'avais des étudiants de la Sorbonne en anthropologie qui étaient avec moi, et puis des étudiants de 3e année, ici, dans la situation de stage pro. Et là, je leur dis, madame, voilà, si je peux me permettre, je suis très intéressé par les rites, entre autres les rites africains. Donc je lui explique, je lui pose la question. J'avais déjà vu effectivement des personnes danser avec le cercueil, mais à quoi correspondait le fait qu'à trois reprises, ils soient revenus dans la cour. Donc je me souviens, elle avait ses cabas, etc. Elle avait tout nettoyé, c'était nickel chrome. Elle me dit, monsieur, elle est très simple, vous allez voir la réponse. Plutôt courroucée d'ailleurs. Elle me dit, c'est très simple, c'est pas nous qui avons choisi, c'est le mort. En tant que blanc, je ne fais pas de prosélytisme, j'avais ma réponse. C'était ça le plus important. Et que par rapport à ça, il faut parfois mettre nos valeurs éducatives de côté pour accueillir au mieux, effectivement, ces personnes, et que c'était, je dirais, un moment qui nous a marqué dans, effectivement, ces relations. Et c'est vrai qu'au niveau de la communauté d'Afrique noire, ils sont tellement, je dirais, il y a tellement de rites. On voit par exemple la Côte d'Ivoire, pour des raisons géopolitiques, ils ont ouvert largement leurs frontières, donc il y a énormément d'ethnies, avec des communautés qui sont plus importantes que d'autres, et que notre devoir, c'est effectivement de s'adapter, de comprendre, de connaître, de faire aussi une démarche personnelle, une démarche autodidacte de ce point de vue-là, pour accueillir au mieux ces familles. J'ai eu l'occasion, la chance de témoigner devant la sous-préfète de Paris concernant l'auditorium Georges Pompidou, concernant la laïcité. Donc on est arrivé en dernier. Et donc on avait des représentants de culte, qui étaient de la mosquée, et qui ont témoigné, bah oui, à la CPT, on n'était pas les seuls, effectivement, nous étions bien accueillis, les familles étaient bien accueillies, et qu'on ne fait effectivement pas de différence par rapport à ça. Et c'est la chance de faire ce métier. On apprend à respecter, on apprend à aimer, sans exagérer. L'amour, c'est le mot le plus puissant que l'on vit en tant que soignant et en tant que simplement être humain. Chemin de deuil avec un point d'interrogation. 10 ans à l'hôpital Necker, enfants malades, 50% de nos décès concernaient les enfants. Donc forcément, en tant que papa, en tant qu'être humain, en tant que soignant, c'est des situations où on est dans l'absurde. Un enfant ne doit pas évidemment mourir, mais bon, on a effectivement à Necker le plus grand service de neurochirurgie pédiatrique d'Europe, donc on avait des décès sur des situations, des accidents de la voie publique, sur tout un tas de situations. Et je me souviens, on avait reçu une petite fille de 7 ans qui avait fait une rupture d'anévrisme, un accident vasculaire cérébral. Et donc, elle était la 5e d'une fratrie de 5 enfants. Et on y va petite touche par petite touche avec les familles. Et donc, libérer la parole. Là, on est vraiment dans des situations où tout se joue dans les premiers instants. Par rapport au regard, par rapport à tout un tas de choses, l'attitude physique, etc., etc. Bref. Et puis, on a conservé cette petite fille pendant 6 jours, le temps que les obsèques puissent effectivement se fassent. Et je me souviens, j'avais reçu une petite, quelques semaines après, à la chambre mortuaire, une lettre de remerciement de la famille. Et donc, c'était l'image d'une photo, mais qui était stylisée un petit peu style Gustave Doré, un petit peu. Et donc derrière, les parents m'ont dit, voilà. Voici une image bien vivante de notre petite Béatrice. Et on vous remercie, vous et votre équipe, par rapport à ce que vous avez fait, et qu'on a très vite compris que notre fille était en sécurité avec vous. Voilà. Et là, ce qui nous a interpellés, c'est
on continuera à prier pour votre dur métier. Ils viennent de perdre un enfant, ils pensent à nous. Et là, c'est effectivement des situations qui nous interpellent, comme quoi on vit quelque chose, je dirais pas fusionnel, mais la blouse blanche, on la vit pas. Il ne faut pas que ça soit perçu par les familles comme une situation, je dirais, asymétrique. Souvent, des familles s'excusent quand elles pleurent. Et qu'il faut quand même réagir par rapport à ça, leur dire écoutez, on ne peut pas se mettre à votre place, mais on peut évidemment comprendre les choses. Et que ce partage, il est extrêmement important et qu'on initie quelque part un chemin de deuil. Parfois, ça ne se passe pas toujours bien dans les hôpitaux. On sait très bien que la sérénité n'existe pas à l'hôpital. Eh bien, la chambre mortuaire est aussi un lieu de réparation par rapport à ça. Par l'accueil que l'on propose au niveau des familles, on a parfois des récits un peu étonnants des hospitalisations, mais on n'est pas dans un jugement de valeur. Et que souvent on nous remerciait en disant merci pour votre gentillesse, votre humanité. Donc je prenais parfois le risque de ne pas dire que c'était normal, mais parfois je disais, mais à notre place, est-ce que vous feriez différemment ? Donc c'est vraiment une situation de partage que l'on vit au quotidien avec ces familles. Et puis voilà, et l'importance de l'équipe, parce que quand on a deux familles qui vont effectivement nous solliciter, donc il est important aussi de passer avec les collègues, que chacun prend effectivement relais, mais les familles vont s'approprier encore une fois un espace, et quand ils aiment bien avoir le même interlocuteur par rapport à, parce que et donc on s'organise aussi de cette façon. Alors le petit fantasme d'inhibition, il y a beaucoup de fantasmes au niveau de ce travail. Souvent la chambre mortuaire est perçue comme un lieu de violence. Pourquoi ? On a dans les grands CHU hospitaliers des autopsies, qu'elles soient médico-scientifiques ou médico-légales, avec effectivement, je dirais, une présence effectivement fixée par décret, mais on va passer effectivement on va travailler avec les médecins concernant les autopsies sur tout ce qui est restauration tégumentaire. Donc déjà vu de l'extérieur, c'est quand même, travailler avec les morts, en plus sur des autopsies, c'est encore vécu comme un geste d'effraction du corps, voire une désacralisation du corps. Alors qu'une autopsie, je dirais bien faite, elles sont bien faites, peut parfois améliorer l'état du corps quand il y a des problèmes d'acide, des choses comme ça. Donc nous, on est, au même titre que les médecins, responsables de la restauration tégumentaire. Pour que, après l'autopsie, que les familles gardent quand même une image, je dirais, qui soit sereine et qui soit aussi conforme, entre guillemets, avant l'autopsie. Donc on a toute une formation à faire, bien souvent par compagnonnage, sur la restauration tégumentaire. Et puis, en même temps, on fracture les membres, les grands fantasmes. Bien souvent, les personnes pensent que plus on attend, plus c'est difficile, or c'est le contraire. Puisque la thanatomorphose, c'est des situations biologiques, physiques et mécaniques qui font qu'un corps va plus ou moins changer. Et on va rassurer les familles par rapport à l'habillage, leur dire qu'on va attendre 24 à 48 heures pour habiller les patients décédés, parce que c'est plus facile et c'est beaucoup plus respectueux pour les corps. Donc c'est de les rassurer aussi par rapport au mode opératoire, et parfois on les associe à l'habillage. Combien de fois à Necker, j'avais des mamans qui m'apportaient les vêtements de leur enfant, même après l'autopsie. Alors je ne le faisais pas systématiquement, mais je disais, est-ce que vous souhaitez habiller votre enfant avec nous ? Il me dit, c'est possible, bien sûr, puisque je vous le propose. C'est toujours son enfant, qui participe aussi à la mise en bière. Ce sont des rites qui sont tellement essentiels pour la suite, et je dirais qu'en tant qu'homme, involontairement, j'ai développé un peu mon côté féminin, c'est-à-dire le côté intuitif des choses. Toujours aller vers les personnes, de savoir ce qu'elles souhaitent. Et c'est tout à fait effectivement essentiel. Donc, la chambre mortuaire est un lieu de vie, c'est pas un lieu de violence. Et que les personnes, il y a tellement de fantasmes, d'inhibitions, encore une fois, autour de la mort, faut quand même parler vrai, et que c'est très difficile pour les agents de chambre mortuaire encore, qui s'engagent dans ce type de mission. La chambre mortuaire est le service de soins le plus réglementé de l'hôpital. Puisque pour former un agent de chambre mortuaire dans un CHU, il faut à peu près 2 ans, dans tout ce qui est droit funéraire, droit hospitalier, dans tout ce qui est préparation du corps, tout ce qui est bio-nettoyage, tout ce qui est technique, etc., par rapport aux autopsies. On est en lien privilégié avec la coordination hospitalière concernant les prélèvements à but thérapeutique. Donc on n'est pas spectateur, mais acteur. Et ce qui est justement extrêmement passionnant, c'est que on est effectivement en lien avec la sphère publique, c'est-à-dire l'hôpital, avec tous les services hospitaliers, et puis avec la sphère privée, qui est constituée par le monde judiciaire,
par le monde religieux, par rapport aux représentants de culte, hein, et puis par les pompes funèbres. Hein. Il faut arrêter de connoter les pompes funèbres. Ils ont aussi une mission de service public, même si ça a été concédé lors de la canicule de 2003. Heureusement que le funéraire était là, parce qu'ils nous ont évité une catastrophe sanitaire sans nom. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit dans notre pays, mais c'est comme ça, hein, qu'il faut aussi respecter ces personnels qui travaillent au niveau du funéraire. Et puis on est aussi des passeurs entre la famille et son défunt, passeurs entre la sphère publique et la sphère privée, je viens de le dire, et puis passeurs aussi par rapport à notre monde, je dirais, physique et le monde spirituel. Hein, et qu'il faut être effectivement, je dirais, pas rentrer dans des délires d'interprétation, mais voilà, on n'a plus peur, donc on est aussi quelque part, je dirais, sensible à certaines situations, mais on n'en parle pas. Parce qu'on va vite, ça y est, le monsieur ou la dame qui fait ça, ça y est, voilà, elle fait ça depuis très longtemps, donc elle a décompensé ou quoi que ce soit, alors que c'est important de témoigner. Hein. Moi je sais que depuis que j'enseigne, depuis que je partage depuis 1993, et sur la formation d'adaptation à l'emploi depuis 2009, à Forme Avenir, on a fait de très belles rencontres, et quand les professionnels, peu importe leur qualité, qu'ils soient aides-soignants, infirmiers ou cadres, eh bien témoignent de certaines situations qu'ils vivent au sein des chambres mortuaires, qui sont liées vraiment à la spiritualité. Il ne faut pas avoir peur. La mort est une chose naturelle, hein, et que quelque part, qu'on arrête effectivement de faire peur aux gens. Hein, voilà, donc, à partir du moment où on est bienveillant avec les familles, on l'est, et qu'on est respectueux avec les patients décédés, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais il faut avoir effectivement du temps de ce point de vue. Spiritualité. Je prends un petit risque par rapport à ça, mais c'est un risque qui est assumé. Parce que quand on communique, j'ai eu l'occasion, la chance de communiquer, non pas dans les réseaux sociaux, mais je me suis occupé avec les différentes équipes entre 50 et 55 000 patients décédés. Donc forcément, voilà, on n'a plus peur. On n'a plus peur de l'autre. Et voilà ce qui m'est arrivé, et je prends un risque. Mais j'étais jeune infirmier à Cochin. Et c'était en 1988, et en prenant congé, on nous amène un patient décédé. Donc j'étais avec mon chef, et donc notre aide-soignant descend, et que, bon, par politesse, on l'attend. Au bout de 10 minutes, il revient, et je lui dis, Jean, il vient de quel service? C'était un jeune homme qui avait 20 ans, et qui était décédé. Donc on avait peu de décès de jeunes à Cochin, parce que surtout l'orthopédie, rhumato, centre de maternité, Port-Royal, Budlock, réanimation polyvalente, bref. Ok, donc bon. On se quitte forcément sur une situation bien triste. Le vendredi, je suis de repos, et le samedi, donc j'étais de garde, et à ce moment-là, le week-end, on était seuls dans les chambres mortuaires. Et donc j'appelle mon chef, je dis qu'est-ce que j'ai demain? Et ben, il me dit justement, le jeune homme dont on s'est occupé, on vient d'avoir les vêtements, donc tu te l'habilleras demain. Pas de problème. Donc j'arrive le matin, je m'occupe des patients qui nous ont été confiés de garde et de veille, et puis sur les coups de 8h30, je remonte ce jeune homme pour pouvoir l'habiller. Donc évidemment, on est très vigilant sur l'identito-vigilance. Et puis, j'ouvre le drap dans lequel il reposait. Il avait tous les signes d'un cancer, un jeune homme qui mesurait 1m85-87 et qui pesait à peine 40 kg avec une alopécie, donc plus de cheveux sur le crâne. Bon, donc, je commence à l'habiller tranquillement. Et puis, à la fin de son habillage, j'avais une casquette Lacoste à lui mettre sur la tête. Okay. Et je dis, tiens, c'est étonnant parce que je vendais des casquettes Lacoste. Qu'est-ce qu'un jeune infirmier faisait à vendre des casquettes Lacoste? Quand j'ai passé mon diplôme d'État, en même temps, j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif. Et donc, j'étais en lien avec un magasin de sport. Et avec sa carte de commerçant, j'avais 50% sur tous les Lacoste. Et donc, j'en faisais profiter ma famille, les centres d'entraînement, et puis mes amis. Et au moment, donc je dépose, et puis je dis tiens, et j'en vendais justement ces casquettes, et Internet n'existait pas à ce moment-là. Et pour commander cette casquette, il fallait la commander par un bon de commande. Je dis bon, pourquoi pas. Je dépose la casquette sur le crâne de ce monsieur, ce jeune homme, et là c'était fulgurant. J'ai entendu une phrase sans nom. Ça y est, une phrase sans nom, qu'est-ce qu'il raconte? Si j'ai à traduire cette phrase, elle avait une fulgurance, mais beaucoup de douceur. Tu ne me reconnais pas. Donc là, j'ai fait un petit bond de côté, parce que non pas que les morts me faisaient plus peur depuis très longtemps, mais dans l'instant, j'étais sûr d'avoir reconnu ce jeune homme. Donc j'ai vérifié son bracelet à plusieurs reprises, et la personne que j'avais pensé reconnaître, son prénom correspondait, mais son nom ne me disait rien du tout. Arrivent les pompes funèbres, accompagnés des parents que je ne connaissais pas, et que je fais installer donc en salle d'attente. Petit des pompes funèbres, c'est aussi
important de le dire, le 3 en 1, livreur de cercueil, chauffeur de corbillard et maître de cérémonie. Et donc il me demande un coup de main pour descendre son cercueil, donc c'est pas dans nos missions, mais les glissements des tâches, on le connaît à l'hôpital comme dans d'autres endroits, donc j'ai pas le choix. Je lui donne un coup de... Bon, voilà, et puis bon, je le remercie, il me remercie, pardon. Puis je dis, monsieur, quand vous viendrez dans votre bonne ville d'Orléans, vous direz à votre patron... il me dit, oui, c'est moi le patron. Je dis, c'est pas tout à votre honneur, monsieur. Ce que je veux dire par là, quand les choses vont pas bien, il faut le dire, mais il y a une façon de le dire. Et donc, il me dit, est-ce que vous avez besoin pour faire un coup de main pour la mise en berge? Je dis, non, je vais me débrouiller. Voilà, donc ça me pose aucun problème. Et avant qu'il prenne congé, je lui pose 3 questions. Première question, je veux dire, ce jeune homme dont vous occupez n'habitait pas à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne? Il me dit, absolument. Bon. Deuxième question, il ne suivait pas ses études d'essai en vol à Brétigny? Il me dit, tout à fait. Donc forcément, moi je suis sur une autre planète. Hein. Troisième et dernière question, il ne pratiquait pas le tennis de table par hasard? Il me dit, si, tout à fait. Et là, il me fait un peu des yeux de poisson, il me dit, voilà, monsieur, certes, je suis mandaté par la famille, mais mon fils aîné était le meilleur ami de ce jeune homme, donc je suis un ami de la famille. Comment vous, un employé de l'hôpital, avez toutes ces informations? Donc je dirais, écoutez, vous allez prévenir ses parents que j'étais son ancien entraîneur. Donc quand effectivement, ils me sont tombés dans les bras, moi je l'ai sur une autre planète, j'entraînais plusieurs clubs à ce moment-là, et je le ramenais le soir chez lui, puis il repartait le week-end dans sa bonne ville d'Orléans pour des compétitions. Je posais la question au niveau des parents, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc il avait malheureusement contracté un sarcome osseux, qui est souvent des cancers de jeunes. Donc hospitalisé, suivi à Gustave Roussy. Et dans une situation de randomisation, quand l'autorité médicale a essayé plusieurs traitements, il réessaie une greffe de moelle. Malheureusement, ça ne prend pas. Métastase pulmonaire, métastase cérébrale. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de soins palliatifs en France. On est un des derniers pays européens qui ont développé les soins palliatifs. La franc-maçonnerie a été très, déterminante. Donc la prise en compte du gouvernement français pour développer les soins palliatifs dans notre pays. Bref. Donc je lui remets sa raquette que je lui avais faite, qui ne m'avait jamais payé. Il n'était pas question, effectivement, que je leur demande quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, et je témoigne sur la tête de ce qui est le plus précieux de mes 4 enfants, malgré effectivement ces transcommunications fulgurantes, validées par le témoignage des pompes funèbres et évidemment validées par les parents, son visage me disait absolument rien. Donc les 5 fois où ça m'est arrivé, j'étais pas sous produits illicites, ce n'étaient pas des mini-crises d'épilepsie, mais c'est des personnes que j'avais connues de leur vivant et que je n'avais pas reconnues une fois décédées. Une fois qu'ils étaient décédés, il y a eu à chaque fois des modes d'entrée différentes. Donc sans donner une idée dogmatique, c'est pas du tout le cas, mais j'ai eu la preuve sans chercher quoi que ce soit, que ça continuait. Donc c'est aussi un message d'espoir. Par rapport à des situations mortifères, les choses continuent de ce point de vue-là, et le seul regret, c'est que je n'ai pas pu en parler à sa famille, parce que je n'avais pas pris le risque de ce point de vue-là. Voilà, donc, voilà par rapport effectivement à tout ce qui est notion de spiritualité au sein des champs mortuaires.